Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes tous des humains et quand nous faisons une erreur, nous avons tendance à vouloir rectifier. Rectifier comment? On annule le dernier geste qu'on a fait. En 2012, il y avait une vidéo qui était partie virale. C'était un avion, un bimoteur à hélice, qui arrive pour atterrir, touche la piste. Et là, soudainement, un bruit de casserole, un fracas de métal. Le pilote avait oublié de sortir le train d'atterrissage. L'appareil a gratté sur une dizaine de mètres, et après, le pilote, entendant le bruit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé son dernier geste, donc il s'est dit, j'ai atterri, donc là, il va falloir désatterrir, tire sur le manche, l'avion prend son envol, remet les gaz et part. Faut savoir une chose, atterrir son train d'atterrissage, c'est vrai que ça peut causer plein de soucis à un pilote, mais c'est rarement mortel. L'avion va tomber sur la piste, il va glisser, et puis il finira par s'arrêter. D'accord? Mais ce qu'a fait ce pilote est extrêmement dangereux. Ça peut tuer. C'est-à-dire que les deux hélices avaient touché le sol, les deux moteurs étaient endommagés, et il a remis les gaz. Il a eu de la chance. Ce pilote-là a pu aller vers un autre terrain, il a atterri. D'accord? Il a été sain et sauf. Il avait 85 ans, il gâtouillait, il a atterri en oubliant le train d'atterrissage, et voilà, il a pu repartir, mais généralement, ce genre de choses peuvent se terminer très mal. Autre cas, on a le Colganer dont j'avais parlé sur ce canal, on a la copilote qui est à droite, prend les volets à la demande du commandant de bord, elle prend la manette des volets, commence à les sortir, donc clac, elle donne un cran de volet, les volets commencent à bouger. À cet instant, il y a l'alarme décrochage qui retentit pratiquement, en fait, concomitamment. Elle sort les volets, l'alarme de décrochage retentit. Ça n'avait rien à voir avec les volets. L'avion est en train de givrer, il était comme un esquimau. Et donc, il a atteint un stade où il allait décrocher. Elle, entendant le bruit de l'indicateur de décrochage, de l'avertisseur de décrochage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule son dernier geste. Au lieu de, dans la plupart des cas, on peut s'arrêter et réfléchir, vous savez. Au lieu de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? On se prend 3 secondes à réfléchir. Elle a tout de suite rentré les volets. Rentrer les volets dans une situation de décrochage, c'est vrai que ça va pas améliorer les choses. Ça va les empirer, en réalité. Alors que si elle avait laissé les volets sortir, peut-être, je dis peut-être, c'est pas sûr. Ils étaient vraiment bien engagés dans une situation assez délicate. Si elle avait laissé les volets sortir, peut-être ça aurait pu aider à la récupération. Enfin, on va parler d'un autre cas. Nous sommes le 22 mai 2020 au Pakistan. On a un avion de PIA, la compagnie pakistanaise, qui est en train d'arriver, était parti précédemment de Lahore, dans le nord du pays. Et puis il allait à Karachi au sud. La distance en voiture, c'est 1200 km et il faudra probablement plus d'une journée pour la faire. Google Maps indique 15 heures. Et avec les conditions locales, ça peut être plus. On se rappelle que en ce moment-là, en mai 2020, il y a deux choses. La majorité des pays du monde, y compris le Pakistan, étaient dans une situation de crise sanitaire, si vous vous rappelez. Donc cet avion, par exemple, pendant 46 jours, n'avait pas volé. Il y avait très peu de vols. Les pilotes étaient un peu rouillés. La tragédie ci-jointe, je ne vais pas chercher à l'expliquer par la rouille des pilotes. Ça c'est pas suffisant. Il y a de ça, mais il y a autre chose. C'était également le ramadan. D'accord? Donc, on est dans un pays musulman. D'accord? Et donc, les pilotes faisaient le ramadan, qui consiste à ne pas manger et surtout à ne pas boire, par une température qui était de l'ordre de 36 degrés. Bon, il faisait 36 degrés dehors, pas dans l'avion. Mais pour vous dire que l'approche, au moment où ils la font, on est vers 14h30, donc on est vers le milieu de la journée. Donc c'est des gens qui sont forcément diminués. Je dis pas que on les ramasse à la petite cuillère, c'est pas ça. Mais ils sont diminués. Ils arrivent, et là il y a un problème. Le problème c'est que ils arrivent trop haut, trop vite. C'est-à-dire que de manière consistante, ils seront tout le temps au-dessus, mais quand je dis au-dessus, c'est bien au-dessus du plan de descente. Donc, ils cherchent à rattraper, débranchent le pilote automatique, prennent l'avion en manuel, mettent le mode Open Descent, qui permet qu'en réalité, le mode Open Descent, qu'est-ce qu'il fait? Il va réduire complètement les gaz, et après, on voit ce qu'on peut obtenir comme taux de descente. Pour la bonne mesure, ils sortent
les aérofreins, les spoilers, pour essayer de faire tomber l'avion plus vite. Mais ce n'était pas suffisant. Le contrôleur, à plusieurs reprises, va leur dire de faire un cercle, faire un 360. C'est-à-dire, pour se prendre la tête, tu fais un 360, donc tu fais un tour complet, tranquille, tu perds plusieurs minutes à le faire. Pendant ce temps, tu descends, tu reprends tes esprits, tu reprends ta vitesse, tu reprends l'attitude cible, et puis c'est tout. S'il faut faire un cercle, bah, tu en fais un. S'il en faut deux, bah, tu en fais deux. S'il faut 12, tu en fais 12. Mais il y a des solutions simples qui marchent. Les pilotes refusent. Ils insistent. Ils continuent. À un moment donné, ils sont avec le contrôleur d'approche. Et le contrôleur d'approche, les voit, ils sont très hauts et trop rapides. Ils ne peuvent pas intercepter l'ILS comme ceci. Mais ils veulent y aller. Ils veulent absolument y aller. Problème, comme ils sont trop rapides, ils n'ont même pas le temps de contacter la tour de contrôle. Ils n'ont pas le temps de transférer vers la tour de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le contrôleur d'approche? Dans la panique, il prend le téléphone et il appelle son collègue à la tour de contrôle en lui disant « J'ai le PIA qui arrive comme un missile, est-ce que tu veux lui donner une autorisation d'atterrir ?» Il n'y a pas de temps pour changer de fréquence, il allait trop vite. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le contrôleur de la tour? Il dit « Ben d'accord, donne-lui l'autorisation d'atterrir. » Donc, tout en restant au téléphone, il lui donne, c'est le contrôleur d'approche qui lui donne l'autorisation d'atterrir sur la piste 25L. C'est quand même dingue. Ces gens-là ne sont pas arrivés un peu haut, n'ont pas fait une petite erreur. Ils sont arrivés comme un missile. C'était même pas du pilotage de cow-boy, c'était plus agressif que cela encore. Nos pilotes arrivent au-dessus de la piste, commencent à cabrer pour faire leur flair, pour faire l'arrondi. L'avion à l'intérieur, qu'on pouvait imaginer sa gueule, toutes les alarmes étaient là, d'accord? Des alarmes, y compris l'alarme train d'atterrissage qui était rentré. Donc le train était rentré, et puis il y avait une alarme à ce sujet-là, d'accord? Too low gear. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur la piste, et là ils atterrissent. Ils atterrissent sur quoi? Vu que le train d'atterrissage n'est pas sorti, ils vont atterrir sur les moteurs. Donc les deux moteurs tapent contre le sol et l'avion commence à gratter sur plusieurs centaines de mètres. Les pilotes réalisent seulement à ce stade qu'ils ont poussé le bouchon trop loin. Ils réalisent qu'il y a des bruits de casserole et qu'ils ont oublié le train d'atterrissage. Le contrôleur à la tour, il va gueuler au téléphone, pas à la fréquence, au téléphone, parce qu'ils n'étaient pas sur la fréquence de la tour. Il va dire à son collègue, ils ont tapé les moteurs, il y a des flammes sous les moteurs. Le contrôleur d'approche, lui, ne voit pas l'avion, il était dans un autre local, ne voit pas l'avion, comme le voit le gars de la tour. Donc, il va entendre ça, ces commentaires, mais il ne va pas le relayer. En attendant, les pilotes du PIA, dans la panique, ils font quoi? Dans la panique, ils se disent, on remet les gaz. Donc, pousse les manettes des gaz à fond, tire sur le manche, et puis disent, on remet les gaz. Finalement, cet atterrissage n'était pas écrit pour être fait maintenant. Commence à monter. Et là, les images prises de l'appareil montrent que les deux moteurs sont noirs par-dessous. Parce que les moteurs, ces moteurs à réaction, ils ont un carter d'huile. Tout l'huile qui circule pour la lubrification passe dans un carter d'huile qui est placé où? Qui est placé, comme souvent, au point le plus bas. Tout en bas du moteur, tout en bas de la nacelle. Donc, quand le réacteur a touché le sol, qu'est-ce qui a frotté en premier? Au moment où il a touché, on a le revêtement du réacteur qui part, et puis la prochaine chose qui touche, c'est le métal du carter. Le carter a commencé à cracher l'huile, et l'huile a coulé sur la piste. Quand les pilotes ont tiré sur le manche pour remettre les gaz, ils ont mis en plus la puissance TOGA, donc ils ont la puissance maximale. Donc on a des moteurs à puissance maximale alors qu'ils ne sont pas lubrifiés. L'huile qui est dans le circuit va continuer à lubrifier, oui, mais chaque fois qu'elle repasse dans les carters d'huile, elle est projetée dehors. Elle est éjectée dehors parce que le carter d'huile est percé. L'avion monte à 2000 pieds, tourne à droite, revient en vente arrière. Le but, c'était de faire le tour et venir atterrir. Donc l'orbite qu'ils n'ont pas voulu faire dans de bonnes conditions, à haute altitude, tranquillement et tout ça, maintenant ils sont en train de la faire dans la panique, dans la précipitation. Le problème, c'est que quelques instants plus tard, il y a un moteur qui tombe en panne. Un peu plus tard, deuxième moteur tombe en panne. Donc là, c'est la catastrophe pour eux. Soudainement,
Ils sont privés de moteurs, les 2 moteurs sont en panne parce que c'est tout, hein, ils ne peuvent plus délivrer de puissance, il n'y a plus de lubrification, donc les moteurs surchauffent, finissent par gripper, et puis c'est tout. Surtout les moteurs modernes sont encore plus sensibles à ça que les anciennes machines. J'ai un ami sur une voiture, c'est une Golf très récente. Il est arrivé vers une maison en montagne, il est sur un chemin, il voit une grosse pierre, il dit ça va passer. Bam! Il entend un coup sous le moteur. Et puis, tout de suite, il y a des alarmes, baisse de pression d'huile qui s'allument. Hein, ces alarmes-là, il a une sorte de sapin de Noël sur le tableau de bord. Comme la maison est à 100 mètres, il se dit, je suis avec ma famille, de toute façon, je vais à 100 mètres, je les dépose et je regarde. Il fait 50 mètres et boum, il a explosé son moteur. D'accord? Le moteur est grippé, fini. Donc, c'est extrêmement rapide ces choses-là. L'avion va revenir, ne pourra pas atterrir, et il va s'écraser 1300 mètres avant la piste. Il va tomber sur un quartier. Et puis, il y avait 99 personnes à bord, 98 vont mourir. Il y aura un qui sera miraculeusement qui va échapper. Plus il y a une personne au sol qui sera tuée. Il blessera plusieurs personnes au sol, détruira des maisons. Et bien sûr, l'avion est également détruit. Donc, on a, pour des raisons ahurissantes, des raisons techniquement inexplicables, hein, sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Pour des raisons humaines, on est arrivé à une catastrophe qui était complètement évitable. Assez rapidement, il y a un scandale qui va éclater au Pakistan. Les fausses licences de pilote. On commence à suspendre les licences de pilote, à qui mieux. Et puis, on réalise que 30-40% selon les sources ont de fausses licences. Alors, c'était un scandale qui a pris une ampleur extraordinaire et qui a envenimé un petit peu l'ambiance dans le pays. C'est quoi cette histoire de fausses licences? Alors, ce n'est pas que des pilotes travaillent avec une licence fausse, achetée quelque part et complètement forgée. Non. Il faut savoir une chose. L'aviation pakistanaise a eu des problèmes durant de nombreuses années avant ce crash, avant 2020. Tous les années 2010, ils ont eu pas mal de soucis, des incidents, des accidents, tout ça. Et puis, ils commençaient un petit peu à être mal vus, de plus en plus mal vus. Donc, il leur fallait une réforme urgente. La DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile Pakistanaise, a dû faire une réforme tambour battant pour essayer de gagner un peu de respectabilité sur le plan international. Pour cela, ils ont changé les programmes, changé les examens, changé tout. Or, ce changement s'est fait brutalement. C'est une réforme qui a été faite du jour au lendemain. Ils n'ont pas associé les pilotes, ils n'ont pas associé les écoles, ils n'ont pas associé les compagnies aériennes. C'était juste quelque chose qui était fait dans la panique. Résultat net. On a par exemple des gens qui sont en train d'étudier l'aviation, qui doivent passer un examen dans 10 jours, et soudainement, les conditions d'examen, les questions, les matières, le programme, tout a changé, sans avertissement. Donc, ça a créé de la panique dans le secteur aérien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens de la DGAC qui ont dit, bon, nous, on ne veut pas pénaliser les pilotes, on ne veut pas pénaliser les compagnies aériennes, on va les aider. Donc, quand les gens venaient passer leur examen dans les locaux de la DGAC, il y a des gens qui, soit les aidaient, leur donnaient les réponses, ou bien permettaient à d'autres de venir passer à leur place. Il faut savoir que le Pakistan est le grand pays des faux diplômes. Il y a des faux diplômes, il y a eu même des scandales avec des faux diplômes de médecins, des faux diplômes d'anesthésistes, tout ça qui ont été vendus à des gens en Occident et ailleurs. Donc, plein de gens achètent des diplômes et viennent travailler avec. Et ça peut mettre en danger la vie des gens. D'ailleurs, les pilotes qui ont été critiqués par le ministère des Transports pour leurs faux diplômes, eux, ils ont rendu l'appareil au ministre des Transports en lui rappelant que ses propres diplômes à lui sont faux, que ses diplômes universitaires sont faux également. Donc en fait, c'était un réveil avec une gueule de bois. On a même réalisé qu'il y avait deux jeunes femmes, les sœurs Massoud. Les sœurs Massoud, c'était quelque chose. À une époque, elles avaient piloté en même temps un Boeing 777. Ça signifie qu'à un moment donné, dans le roster de la compagnie, on avait une qui était commandant de bord et l'autre qui était copilote. Et les deux se sont retrouvés sur les mêmes vols et elles ont été photographiées et tout. Donc c'est une manière de montrer un Pakistan moderne, un Pakistan qui malgré, on est un pays musulman, mais en même temps, regardez, on n'écrase pas la femme, on a 2 femmes qui pilotent un 777 et tout. Les sœurs Massoud, elles faisaient partie du lot. Leurs licences ont été annulées parce que, trichaient dans les examens ou falsifiées ou autre.
Alors par la suite, il y a eu de grosses histoires en justice et tout. Et puis que s'est-il passé? Ils ont rétabli les licences de pas mal de monde. Alors comment ils les ont rétablis? Bon, certains ont payé pour se les faire rétablir, tout ça. Enfin, c'est devenu une situation tellement pourrie que l'Union européenne a interdit les compagnies, et d'autres pays aussi, hein, pas seulement l'Union européenne, ont interdit les compagnies pakistanaises jusqu'à ce que les choses s'éclairent. Les choses ne sont pas éclairées jusqu'à maintenant. Le rapport final sur l'accident dont je vous ai parlé n'est pas sorti encore. Ils mettent toujours des années à les sortir quand ils ont un accident. Pourquoi? Pour ne pas toucher les personnes qui sont au pouvoir en ce moment-là. Par exemple, il y a un accident, il y a un ministre des Transports. Si le ministère des Transports a fait du mauvais travail dans la régulation, le contrôle et tout ça, et la conformité, on n'a pas envie de venir l'embêter avec un rapport l'accusant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend quelques années. Quand il partira à la retraite, ou sera ailleurs, ou il sera renversé, ou peu importe, à ce moment-là, on peut dire ce qu'on veut à son sujet. Et à ce moment-là, on sort le rapport. Donc c'est un petit peu ce genre de jeux politiques qui sont souvent en place. Donc voilà, mes amis, c'était cet accident-là que vous avez vu, c'était quelque chose d'absolument pas nécessaire, mais effectivement, on se pose des questions très très fortes sur la compétence de ces pilotes-là, parce que nonobstant que c'était le Ramadan, qu'il faisait 36 degrés, qu'ils étaient un petit peu rouillés parce que probablement ils n'avaient pas volé pendant quelques semaines, il n'y a rien qui justifie ce qu'ils ont fait. Il n'y a absolument rien qui justifie d'arriver avec un avion de ligne dans des circonstances pareilles. Et ils ont été écrasés sur la piste dans des conditions absolument indignes. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et on se voit dans la prochaine. À très bientôt.